Et là, on est vraiment dans une situation très critique où il faut couper les pentes, chacun à son tour. Donc ça, c'est des conversations. En gros, c'est qui y va, et celui qui y va en premier et qui va faire la première coupe a quand même plus de chances d'y passer parce qu'il va couper des pentes qui sont très instables avec des avalanches énormes. Il faut vraiment donner une place large au hasard et à l'authentique. C'est comme ça que les sentiments y ressortent. Bonjour et bienvenue sur Conversation Explore, l'émission qui parle de passion et de projet au travers du prisme de la conversation. Je suis Timothée, Head of Brand chez iAdvise, et aujourd'hui je souhaiterais vous parler de films, mais pas n'importe lesquels, des films de sport extrême. Si comme moi vous aimez les aventures et les très belles images, que vous êtes captivé par des documentaires tels que Free Solo, vous êtes peut-être déjà demandé qui se cache derrière la caméra. Quelle est la personne qui vous provoque le vertige, voire même des papillons dans le ventre? Ces réalisateurs sont aussi des athlètes. Ils partagent les exploits des sportifs, mais également leur prise de risque. Et c'est pour parler de ce sujet, mais aussi de la conversation dans des situations extrêmes, que je reçois aujourd'hui Sébastien Montaz. Salut Seb. Salut Tim, bravo hein, pour un premier interview, tu te débrouilles plutôt bien, hein. C'est gentil. Ah, ça va bien? Ça va super, ouais, très bien. Écoute, en plein été, bon, moi je suis plutôt une personne d'hiver, alors je suis allé chercher la neige en Suisse il y a une semaine, on est allé skier les 4000. C'est Ok, possible de skier toute l'année et je te disais juste avant l'interview que je commence un petit projet là sur le ski de Pentraide et les neiges éternelles, donc le ski toute l'année. Et ça va être assez second degré, on va dire, parce que c'est pas des neiges de cinéma, hein, tu imagines bien. super, bah, on va suivre ça avec attention. En quelques mots, toi, tu es guide de montagne Ouais. et tu es spécialisé dans une variété de sports extrêmes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, mais j'aime pas le mot sport extrême, je suis pas sûr que ce soit extrême. En fait, tu vois, Ok, c'est vraiment des échelons de ce qui est extrême pour quelqu'un l'est moins pour un autre. Et puis dans la notion d'extrême, il y a la notion de danger, il y a la notion d'exposition, de mort. Et moi, j'aime pas trop ce terme-là. Tu vois, c'est un terme des hmm, années 80 sur les sports extrêmes. C'était très à la mode quand il y avait des couvertures de Paris Match sur les pionniers. Et moi, je parle volontiers de sport outdoor parce que tous mes films sont autour du plaisir et du dépassement et sont jamais dans la crainte ou dans la peur, tu vois. Donc, voilà, d'accord. plutôt sport outdoor. Alors oui, donc tout ce qui touche à la montagne, vraiment tous les sports de glisse, ski, snowboard, télémarque, la cascade de glace, le raid à ski. Et puis après, je vais pas voler. Par contre, j'ai traité pas mal de sujets autour du vol libre, autour du parapente, autour du base jump, de la wingsuit avec Géraldine Fasnart, et Karina Olekim. Donc à peu près tout ce qui touche à la montagne en fait, hein, m'intéresse. Et même, ça dépasse le sport aussi, ça va vraiment sur la culture et pourquoi pas l'animalier, c'est très intéressant l'animalier. Hmm, bien sûr. Et donc, tous ces sports, tu en as fait une vingtaine de documentaires et de longs métrages d'expédition, dont Summit of My Life Oui, de Kylian Jornet, pendant 5 ans. C'est bien oui, ça? oui, oui, c'est ça, ça Ok. a duré 5 ans le projet de Kylian, les sommets de ma vie, Summits of My Life effectivement, qui m'a invité à filmer avec lui. C'était un grand honneur parce que c'est quand même un athlète phare du milieu outdoor. Et c'est une personne très riche au-delà du sportif. C'est quelqu'un qui est très intéressant et on ne se doute pas que c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, extrêmement cultivé. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui a une phase créatrice très intéressante. Tu vois, c'est vraiment un artiste. La première fois que j'ai shooté avec lui, j'étais surpris parce qu'on discutait. Bon, déjà, on parle de conversation aujourd'hui. Avec Kylian, la conversation, elle est souvent ténue, tu vois. Il y a pas beaucoup de mots. C'est vraiment le taiseux, le montagnard un peu taiseux. Et on n'a pas besoin. Ceci dit, la conversation peut passer par autre chose que les mots, tu vois. Ça peut être des regards, ça peut être une conversation gestuelle. Et la première fois qu'on shootait, c'est la première fois que je voyais ça chez un athlète où à peu près à chaque fois que je rentrais à une belle image, il venait voir sur l'écran, non pas par narcissisme, c'était plutôt parce qu'il était intéressé par le cadrage, il me posait des questions sur les réglages du boîtier, etc. Et lui a fait des études de cinéma, il voulait faire des beaux-arts en fait. Et après, sa D'accord. carrière de haut niveau vers 13-14 ans l'a amené vers le sport. C'est quelqu'un qui a vraiment ce double profil. Et quand tu regardes ses réseaux sociaux, tu vois des photos d'une qualité monstrueuse. Tu vois, pour moi, il est meilleur que certains Et photographes. c'est lui qui les fait. Il a pas de Ah oui, personne oui. qui. Ouais, c'est Non, ça. personne rédige pour lui, c'est lui qui tient ses comptes. Ils sont à plus d'un million chacun, que ce soit sur Facebook, Insta et c'est lui qui fait les choses et par passion, hein, par passion pour la photo, hein. Hmm.
Bah, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Donc on l'a dit juste en intro que tu étais, guide de haute montagne, mais tu as aussi, monté ton propre studio. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est un sujet, la conversation qui nous intéresse particulièrement chez Advise, quelle est la première conversation qui t'a poussé à faire ce projet? Alors, ça a été très naturel parce que moi, j'ai toujours filmé et pris en photo mes clients. C'est-à-dire que j'étais guide assez jeune, vers 23 ans, j'ai commencé à guider et pendant 15 ans, j'ai fait ce métier de guide à plein temps. Mais j'ai toujours eu au début, hein, j'avais un Leica M6, des vieux appareils argentiques, tu vois, à la Cartier-Bresson. Et puis quand les premiers caméscopes sont sortis, j'ai filmé les gens. Donc j'étais sur les arêtes des 4000 en Suisse ou ailleurs et je faisais de la prise de vue et je faisais des petits montages que je leur donnais. Parce que moi, j'ai toujours eu besoin de garder des souvenirs visuels. C'est une qualité et un défaut à la fois. Là, on rentre du sud-ouest avec la famille, je ne peux pas m'empêcher, à chaque vacance, il y a tout forcément un edit, il y a forcément des traces, il y a forcément un album photo qui est créé. Et donc, c'est les conversations avec les clients qui ont fait que je fais ce métier parce qu'en fait, je publiais ces petits montages. Il y avait des Chamonix Snow Reports où je mettais les conditions de neige pour que les gens aillent au bon endroit le lendemain pour trouver de la poudreuse, tu vois, et tout ça. Et c'est les marques qui m'ont contacté à travers ces échanges avec les clients, ces échanges avec le public sur Internet, sur YouTube en 2008-2009, quand il y avait beaucoup moins de flux vidéo qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas une conversation, c'est l'ensemble des échanges avec mes clients en montagne. Et naturellement, les marques m'ont sollicité et je suis parti vers une société de production parce que, voilà, parce que j'avais de la demande qui était forte. OK. Et donc, alors ça m'amène à ma deuxième question, c'est que donc ce que je comprends, c'est que c'était très spontané finalement ces films que tu faisais avec, un public qui pouvait être amateur. Oui. Hem Et comment te viennent tes idées de faire un film comme, I Believe I Can Fly, par exemple? Alors, moi, j'ai jamais d'idée de film, j'ai jamais de D'accord, storyboard, j'ai jamais de projet. C'est les rencontres qui font les films, uniquement ça, et c'est les opportunités. Donc là, la rencontre avec Tancred et Julien sur I Believe I Can Fly en 2011. I Believe I Can Fly a été filmé en 6 ou 7 jours et c'est un des docus le plus vu dans l'outdoor ces 10 dernières années. C'est des millions de vues sur Vimeo, c'est beaucoup de téléchargements, c'est des dizaines de festivals qui sont gagnés. Mais j'ai le sentiment que les projets et les conversations les plus simples et les moins travaillées sont souvent celles qui payent le plus en termes de réussite. Euh, donc, si tu veux, je j'ai jamais d'écriture et c'est assez déroutant pour certains clients avec qui je peux échanger. Ce matin, j'étais au téléphone avec un client dans le domaine de l'immobilier, du tourisme, et qui était dérouté par le fait que ce soit pas écrit la vidéo qu'il commandait. Et je lui dis, mais il faut vraiment donner une place large au hasard et à l'authentique. C'est comme ça que les sentiments y ressortent. Et moi, je vais jusqu'à booker des figurants pour des pubs qui ne sont pas au courant qu'on va filmer des pubs. C'est-à-dire que tu les amènes dans des projets en montagne et tout, et ils savent pas pourquoi, mais au bout du compte, c'est là que tu fais les meilleures pubs, je trouve. mmh. Et donc, ouais, tu parles de cette authenticité, et moi, j'aimerais parler aussi du côté très immersif de tes Oui, films. Enfin, oui, moi, quand je les ai vus, et je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent ça, on a vraiment oui, l'impression d'être avec le sportif. ouais. Elle vient d'où cette identité Ouais, artistique? elle vient de on repart du début, hein, elle vient du guide, en Ouais, fait. Parce que si tu ouais, veux, en fait, j'ai fait des formations, j'ai fait pas mal de formations et j'aime bien cette image du cadran. On a un cadran en voiture, tu vois, on a le cadran avec l'aiguille. La pub qu'on voit à la télé, tout, ça va vers l'esthétique. Donc tout est pensé pour être esthétique. Les caméras sont faites pour être esthétiques. Les plus beaux objectifs, les meilleures écritures, les meilleurs montages. Et puis de l'autre côté, tu as l'authentique. Donc actuellement, c'est les vlogs et tous les youtubeurs qui maîtrisent très bien ce sujet-là. Et je pense que moi, les gens recherchent de l'authentique plus que de l'esthétique. Il vaut mieux une image mal cadrée, imparfaite, tu vois, etc. Mais au bon moment, à un moment que tu peux pas répéter, parce que c'est extraordinaire, qu'une très belle image tout le temps prévue. Et je suis certain que moi, quand je suis dans un festival, je regarde pas l'écran, je me retourne et je regarde le public. Et je sais très bien qui réagit quand c'est insolite et quand c'est. Et donc moi, je veux pas déranger le grimpeur, le skieur, le navigateur quand quand ils font ce qu'ils font. Et donc, je n'interviens pas. Donc, je suis fantomatique, je disparais. Ma caméra est toute petite, c'est juste une prolongation de mon corps. Elle est vraiment, c'est un choix de caméra extrêmement compact. Euh, et justement, pour donner toute la place à l'instant. mmh.
et je recherche volontairement cet authentique, cette aiguille par là, plutôt que cette aiguille par ici. Mais on peut faire les Ouais, je 2. vois très bien. On peut travailler sur les 2. Mmh. Et donc pour rester sur cette authenticité, on va revenir sur Kylian Jornet, avec qui tu as une proximité. Est-ce que c'est la rencontre, qui a créé le projet Submit, of My Life ou Ouais. est-ce que c'est plutôt le projet qui a créé cette rencontre? Comment ça s'est passé? Non, c'est vraiment la rencontre. En fait, c'est une marque, partenaire de Kylian, hein, qui nous a mis en contact parce qu'elle souhaitait que je travaille avec lui et on a commencé à shooter un programme, une web série, pour cette marque et ensuite, Kylian m'a demandé à titre personnel de venir faire, son projet Summits of My Life parce qu'avec mon passé de guide, j'étais autonome en montagne. Il voulait quelqu'un d'autonome, il voulait plus de grosses équipes. Quand on parle de grosses équipes, c'est seulement 5-6 personnes, mais c'est déjà beaucoup trop pour Mmh. lui. Il voulait 1 à 2 personnes pour vivre complètement l'aspect sportif de ses projets et ne pas être ralenti ou, ou se perdre dans justement, tous ces storyboards et cetera avec des preneurs de son et tout. Il voulait pas de ça. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est que ça ne lui correspond pas et donc on s'entendait bien là-dessus. OK, ça marche. Et donc là, on va rentrer en profondeur sur, justement des expériences que vous avez pu avoir. Hem, un troisième volet assez particulier puisque le 25 avril 2015, Kylian s'apprête à faire, la troisième ascension dans l'Himalaya Ouais, et là, il y a un tremblement de terre. oui. C'est quoi la conversation, qui se produit pour vous dire: on y va quand même»? Ouais, donc ça, c'est le tremblement de terre, au Népal qui a secoué Ouais. tout le Népal, pas seulement la vallée du Langtang, mais une grande partie du Népal, du nord de l'Inde et cetera, qui a tué des milliers de personnes. Donc c'est une semaine du départ, en expé. Certaines personnes ont décidé de ne pas y aller. De toute façon, il y avait rien à gravir puisque les camps de base avaient été dévastés par les chutes de sérac et cetera. Donc on savait qu'on n'allait pas faire des projets alpinistiques ou en Himalaya. Par contre, on a décidé d'y aller quand même pour, assister la population comme on pouvait parce qu'on avait un attachement fort là-bas. Jordi qui venait avec nous était allé quand même 30 fois au Népal, il connaissait personnellement des gens qui avaient été victimes de tout ça. Donc on s'est dit, plutôt que de rester ici, autant y aller et puis porter notre aide, etc. Et on a filmé quelque chose de très immersif, encore une fois extrêmement cru. Mais le résultat concret de tout ça, c'est que tout l'argent de la vente du film est allé à la reconstruction et on a construit plus de 100 maisons au Langtang. Donc c'est Mmh. vraiment très concret, tu vois. Il y a 100 personnes qui ont un toit grâce à ce départ. Bon, bah, super, bravo. Hem, j'aimerais te faire, écouter un extrait. C'est un extrait d'un de tes films, le dernier de la saga, Oui, que tu as fait en 2017, Path to Everest. Et je vais te le faire écouter, oui. tu vas voir, ça dure, 30 secondes et j'aimerais que tu me dises ce qui se passe. Ok, on y va un par un alors, Ouais, j'y vais. au même niveau. Ouais. Tu y vas Oui, parce que allez. t'as pas d'enfant ou quoi? Ouais. Parce que c'est ton projet. Non, mais c'est un peu ça aussi, ouais. Allez gamin, vas-y alors. Tu siffles quand tu penses que c'est bon, d'accord? Oui, je l'ai reconnu le passage pour le coup. Je me rappelle clairement. Donc là, on essayait d'ouvrir une nouvelle voie dans la face nord de l'Everest, ce qui est très ambitieux. Surtout qu'on était parti volontairement au cœur de la mousson, c'est-à-dire complètement en dehors des saisons classiques. Donc on est sur le versant tibétain, versant nord, et on est au creux de la saison, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre expédition. Et on a décidé d'y aller parce que il y a beaucoup de neige pendant la mousson, mais c'est ce qui nous permettait de gravir des faces qui sont normalement en glace noire, ingrimpables. Donc c'était un pari, mais les grands exploits dans l'Himalaya se sont faits comme ça, hein. La première, le solo de Messner dans les années 80 a été fait aussi à la mousson, etc. Mais bon, c'est très aléatoire. Et là, vraiment en moins d'une heure, une énorme tempête est venue du côté népalais et on a été pris dans la neige et puis il a posé 60 centimètres de neige en 2 heures. Donc on est dans la face, hyper avalancheuse et il faut qu'on se sorte de cette face. On est à peu 1000 mètres de dénivelé au-dessus du départ. Et là, on est vraiment dans une situation très critique où il faut couper les pentes, chacun de son tour. Donc ça, c'est des conversations. En gros, c'est qui y va et celui qui y va en premier et qui va faire la première coupe a quand même plus de chances d'y passer parce qu'il va couper des pentes qui sont très instables avec des avalanches énormes. D'ailleurs, on a eu 3-4 avalanches qui nous sont passées au-dessus de la tête et on a les piolets plantés dans la face et on attend juste que ça passe et espérant que c'est pas très gros, pas trop gros. Ouais Voilà. et ça, si ça vous intéresse, et là je parle, à notre auditoire, vous pouvez le voir. On le voit d'ailleurs sur Path to Everest où vous
planter les Ouais, piolets, vous laissez ça passer. Et quand tu dis «on» d'ailleurs, là, il y a pas que Kylian et toi, il y a non, Jordi aussi qui est oui, présent. Donc tu peux ouais. nous dire qui c'est? Jordi Tosa, c'est un grand himalayiste qui a la cinquantaine maintenant, mais qui a fait énormément d'expéditions et qui est très largement, parmi nous 3, celui qui a le plus d'expérience. Donc il est là aussi pour transmettre son expérience, nous dire quand on a tort ou raison, et il est venu avec nous. Ça s'est pas bien passé pour lui à cette ascension-là. On a des hauts et des bas en Himalaya, hein. Plus on est frôlé 8000, des fois ça va, des fois ça va pas, on ne sait pas pourquoi. Et ce jour-là, ça n'allait pas pour lui, c'était monté, vite en altitude et il faisait un début d'œdème cérébral, donc il était plus tout à fait conscient, il pensait être dans un rêve. Donc il était éveillé, mais il était persuadé d'être dans un rêve. Donc en fait, il avait tu vois, des conversations pour le coup un peu bizarres. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse, mais lui pense que c'est un rêve, donc pour lui ça va, tu vois, il rigole, enfin, Mmh, il passe un mmh. bon moment, quoi. Donc l'important, c'est d'être à plusieurs aussi, j'imagine, dans cette situation. Mais du coup, ça m'amène quand même à, un moment, dans le film où moi j'ai vraiment stressé pour le coup. C'est quand on voit Kylian Jornet qui décide de monter, tout seul, sur l'Everest. Oui, Il met du temps parce qu'il est pas très bien lui non plus et il ouais, arrive à 2 heures du matin au ouais, sommet. Et là, retour au camp de base, donc pour les caméras bien entendu, pas pour Kylian Jornet. Et on se rend compte que, il est toujours pas là ouais, ouais, et on entend quelqu'un d'ailleurs qui dit: «Ça fait 12 heures qu'il est parti et 12 heures pour Kylian Jornet, c'est comme, 3-4 jours pour une personne normale». ouais. Hem, Comment on communique en fait? Là, je me suis dit: «Mais en fait, il est tout seul». On il y a le seul moyen en fait de pouvoir savoir s'il est, dans les montagnes, bah, c'est d'avoir quelqu'un qui l'a vu passer quoi. Donc il y a aucun Ouais. moyen de communication à ce moment-là. Non, non, il y a pas, bah, normalement, il y en a dans les expéditions commerciales, il y a tous les moyens, l'infrastructure, la logistique qui fait que tu as un client a un Sherpa et un guide, maintenant ça devient un ratio classique. Il y a des radios, il y a voilà. Nous, dans nos façons de procéder en expé qui sont extrêmement, dénuées de moyens, volontairement, on n'a pas de radio. Mmh. On n'a pas de radio, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas de porteur, on n'a pas de tente, on n'a pas de camp d'altitude. Donc il faut partir au plus bas, aller le plus haut possible et revenir, le mieux possible. Mais on est tout à fait autonome, donc ça, c'est un choix éthique, hein. On veut pas d'oxygène, on veut pas de corde fixe, on veut rien de tout ça. Mais derrière, il faut assumer. Donc il est absent pendant presque 24 heures, bah, tu que ça se voilà. Moi, je peux pas physiquement, j'avais pas le je ne peux pas venir à son secours parce que c'est trop gros pour moi. Je suis monté à 7005 2 fois, à 8002, mon corps ne répond plus, donc je peux plus retourner, donc j'attends. Mmh, mmh. Si tu veux, OK, j'attends, hein. complètement et quand tu es dans ces situations-là, parce que tu es arrivé d'être dans des bah, être assez haut, comme tu viens de le dire, comment tu communiques avec, tes proches qui, eux, sont restés en France? Bah, les moyens de communication maintenant, pas tout l'Everest, tu vois, c'était 2016, il s'est passé encore plein de choses depuis. Ouais. Maintenant, on peut très facilement communiquer presque partout, c'est-à-dire que tu achètes, des puces GPS, même si tu n'as pas de réseau, tu passes par un satellite. La Mmh. conversation avec la technologie, elle se fait partout maintenant. J'ai fait un live pour une grande marque, au sommet du Mont Blanc ou au sommet du Matterhorn. Tu peux faire vivre, à peu près tout, n'importe où, hein, aux gens, hein, même en vidéo, hein, même en Ouais, donc là, tu étais en live vidéo, sur le Mont Blanc? Mont Blanc, j'étais en live vidéo, mais Ouais. ça fait déjà 4-5 ans, hein. J'avais pris le compte de Red Bull, le compte Facebook de Red Bull à 26 millions de followers et puis j'étais parti en live, et le flux était parfait. Heu, on pilote, tu vois, tu pilotes du drone et tu peux passer en live, sur l'Everest à 7002, à 7003. Les images qu'on a fait sont à 7003 et le constructeur disait que leur drone, il passait pas 5000 mètres d'altitude. Donc la technologie, fait que maintenant on peut, je sais pas s'il y a un endroit sur terre où on peut pas communiquer. Ouais, ça, c'est Il y a incroyable, des ouais. antennes, Mmh. il y a des satellites, alors, est-ce qu'on en a réellement besoin? Je sais pas. C'est un débat. Ça, après, c'est la question, voilà. Bah, oui, oui, bien sûr. C'est le débat autour de OK. la 5G et du digital. Est-ce que nos vies sont pas trop digitales? Est-ce qu'on se perd pas là-dedans alors que, ce serait bien de se raconter des histoires autour du feu, tu vois? Mmh. Ça les Ouais, bon. Alors, j'enchaîne avec, une petite question de quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est Julien Hervouette, le Oui, CEO d'iAdvise, ouais, qui a une question pour toi. Donc je vais te la faire écouter, puis tu y réponds, juste après. OK. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Alors merci de nous faire l'honneur d'inaugurer cette nouvelle série de conversations. Je crois que tu te définis comme un homme orchestre. Alors, tu es né montagnard, tu es devenu guide très jeune, euh, et très vite tu es devenu réalisateur, puis cinéaste.
Et en fait, en créant ton studio et ton entreprise, tu es aussi un entrepreneur. Donc ma question pour toi, c'est de savoir en quoi ta pratique et ton expérience de la montagne a pu influencer et t'inspirer en tant qu'entrepreneur. Et inversement, est-ce que ton expérience d'entrepreneur a pu influencer ta prise de décision et ta pratique de la montagne? Oui, on rejoint presque les premiers mots de notre conversation, en fait. Tout est parti de la montagne et tout est parti, de la cordée Hmm. sur les sommets. Moi, j'ai eu la chance d'être avec Julien en montagne aussi. On était à ski, on était en courant ensemble, on a fait des choses. Et tu vois bien que là, l'homme est mis à nu, l'homme et la femme sont mis à nu, et c'est là que pour moi on a le plus de sensibilité, c'est-à-dire on est le plus à l'aguet. J'aime beaucoup faire du solo parce que justement tu es face à toi-même et tu as pas si tu veux, le prisme qui déforme du groupe où tout va bien parce qu'on est plusieurs, etc. Mais c'est des fausses impressions. Donc tout naît de la montagne et moi je sais pas si j'ai vraiment l'esprit d'entreprise, un entrepreneurial comme ça, parce que je reste vraiment un artisan. Je reste un amoureux du montage, de la prise de vue, de l'histoire, mais j'ai jamais voulu grossir. J'aurais pu avoir plusieurs monteurs, faire une grosse société de production, et je suis pas sûr que je sois même une société de production. Dans les statuts juridiques, c'est comme ça, mais on reste à deux. On travaille avec Davina, ma femme, au niveau du montage, et on reste tout petit parce que on veut cette approche minimaliste qui est inspirée de la montagne, avec peu de moyens. Je pense que dès lors qu'on commence à acheter des grosses caméras et avoir des démarches d'agence de pub, on va vers quelque chose qui est très bien, mais c'est pas ma voie à moi. Et moi, je veux volontairement rester assez brut dans la façon de faire les choses, si tu veux. Mais toujours Ouais, je avec, comprends très bien. tu vois, de l'artisanat, du bel artisanat, mais petit et à sa façon, avec une identité. Hmm. Et tu parlais tout à l'heure du curseur justement entre authenticité et puis Oui, belles images. Là, on pourrait un peu faire la même métaphore en disant, bah, il y a un curseur entre avoir une grosse boîte de production et être tout seul. Là, le oui, curseur que tu as choisi, c'est justement de faire ça avec Davina. oui. Pourquoi c'est important d'être à deux et pas tout seul? Bon, d'abord parce qu'on s'aime, Ouais. et puis du coup, on bosse. Elle est de l'autre côté du mur, parce que je suis sûr qu'elle entend. Ah, donc t'as pas le droit de dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Et bah, tu vois, on est là, on est à 2, on est, dans un petit appart, et puis on travaille l'un à côté de l'autre, ça se passe très bien, chacun a son rôle. Et puis ce qui est intéressant justement, c'est que comme elle peut pas venir sur toutes les prises de vue, sur tous les tournages, elle a un regard neuf. Par exemple là, ce projet-là de ski de montagne, en été, je vais lui montrer parce qu'elle a pas elle va me dire: «Mais ça, ce que tu trouves marrant là ou dramatique, ça ne l'est pas. C'est parce que toi, tu l'as vécu que tu penses que c'est ça». C'est là tout l'intérêt. Le monteur, par exemple, dans le cinéma, est pour moi le métier le plus sous-évalué. Le mec qui prend un film de 50 millions qui a coûté 50 millions à shooter pendant 6 mois ou 10 mois. Tu prends The Revenant, et puis le mec, il a tous les fichiers, il est tout seul, et il monte. Parfois seul, parfois avec le réalisateur, mais parfois complètement seul. Mmh. Et c'est là que tu as besoin d'une autre personne qui a du recul, qui a une sensibilité différente, qui a de la féminité, qui a de la douceur, qui ne skie pas de la même façon que toi, qui grimpe pas de la même façon, et qui va avoir un regard totalement différent parce que malheureusement, tu as un aspect émotionnel attaché aux images que tu as fait. Tu les as vécues, tu vas absolument les mettre quand elles sont intenses. Et ben, parfois, il faut pas les mettre parce que le public, ça va le perdre, il va pas trouver ça pertinent. Et c'est là Ouais, que c'est bien bien de sûr. monter à quatre mains, tu vois. Mmh. Ouais. OK, super intéressant. Et ben, on passe à la conclusion. Ta dernière réalisation, Out of the Blue, Oui. est-ce que tu peux en parler et puis nous dire où on peut le voir surtout? Oui, bah, Out of the Blue, il est visible, comme tous mes films, sur la plateforme Real House. Real House ou Vimeo, qui font de la vidéo on demand, tu vois, tu peux télécharger les films ou les louer. Et ça, c'est un docu assez coup de cœur qui a une vie un peu particulière, en fait, ce docu. Euh, donc encore une fois, tu vois, on disait que c'est des projets passion et qui sont pas prévus. Bah, c'est ce mec-là qui est un Suisse-allemand qui s'appelle Bernhard, qui m'a rappelé, je l'ai vu en tout et pour tout, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes en 2011 pendant I Believe I Can Fly. Il a fait un truc extraordinaire dont je ne vais pas vous parler parce que c'est au début du film. Et ensuite, il m'a invité à un autre projet. Là, c'est un projet artistique. Donc, justement, il y a beaucoup de féminité dedans, il y a beaucoup de sensibilité artistique. Et là, on est en haute montagne, dans l'Oberland bernois en Suisse, avec des artistes de rue de Berne, donc des grandes villes, qui ne sont pas des montagnards. Et tu as ce mélange des arts de rue et de l'alpinisme qui est assez intéressant, enfin,
Et donc il y a une poésie dans ce film qui est vraiment géniale. Il a remporté quelques prix, mais je pense qu'il n'est pas assez vu qu'il devrait l'être. Il va passer en prime time dans quelques jours là sur la RTS en Suisse. C'est vraiment un très beau docu. Moi, Hmm. enfin, il y a vraiment de très très belles images et il y a beaucoup de poésie. C'est très doux. Tu verras, c'est différent de Path to Everest, mais ça vaut vraiment le coup de le voir. Il aurait pu être vu plus, je pense. Les réseaux sociaux et la conversation qu'on a avec le public a énormément évolué, tu vois, depuis 5-10 ans, même ça se compte en semaines. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire de l'autoproduction et de vendre maintenant des films avec des plateformes qu'on connaît tous, des Disney Channel, Netflix et autres, ou Amazon Prime. Pour le prix d'un film, tu as un abonnement mensuel, tu vois. Donc là, c'est très compliqué. Et, euh, et justement, faut toujours se remettre en question, tu vois, par rapport Ah, bien sûr, je vois bien. Et ces films-là n'auront jamais vocation justement à passer sur oui, le genre de plateforme que tout le monde connaît ou... il pourrait tout à fait, mais c'est compliqué en fait, ces accès à ces grosses plateformes. Il faut passer par des J'imagine. intermédiaires, il faut beaucoup de validation technique. Par exemple, tu peux pas shooter avec les appareils que tu veux, il y a des C'est normes, ça. il faut absolument des codecs particuliers, de la 4K, il faut tel boîtier, donc bon. Moi, si déjà le matériel est un prérequis pour faire un film, déjà par rapport à ce dont on vient de discuter, c'est Tout mal à barré, fait. tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est d'abord l'histoire et les gens, et le matériel s'adapte à l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas le contraire. Autrement, on contraint tout et on ment quelque part, on fait de la fiction. Moi, je suis pas un homme de fiction, j'en ai pas les moyens de faire de la fiction. Super, bah, merci pour ces mots de la fin. En tout cas, Seb, c'était hyper intéressant comme interview. Je Et puis pense bravo à que toi pour ton premier première c'est gentil. conversation. Non, mais je pense que vraiment notre audience va être autant passionnée que je l'ai été parce que j'ai appris plein de choses. Pour revoir cette interview, vous pouvez aller sur conversation.advice.com. Si vous voulez vous abonner et partager cette interview, vous pouvez aller sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcast. Et si vous voulez nous suivre pour voir les prochains épisodes, je vous invite à aller sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. La conversation continue avec iAdvice. Merci, Tim, ciao. Super, merci beaucoup Seb. Bye bye. Bye, ciao.